Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Mercredi 11 avril 2018, le plaisir de vous savoir nombreux devant le robinet à images pour regarder cette émission, les GG. Cette émission à retrouver tous les soirs en prime, en rediffusion sur 99.3, cette antenne Suite FM dans la zone spéciale de Conakry. Vous êtes en région du côté de Bokeh et du Fouta. Vous nous recevez sur place sur la même fréquence 99.7, 99 tout court du côté de Kankanabaya. Merci de nous choisir 3 possibilités pour interagir à nos sujets. Si vous êtes abonné Orange, GG au 8037 ou vous allez sur notre site internet www.espacefmguinée.info ou également sur le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, avec ce lien hashtag Espace GG. Et derrière, le soir, vos réactions vont défiler à la télévision en bande défilante. Merci donc de nous rejoindre. À la une, la Guinée vers un schéma de règlement plutôt inédit du contentieux électoral né des récentes élections communales tenues début février. En effet, suite aux contestations et levées des boucliers suscités par les résultats ayant sanctionné ces élections, tels que ces résultats ont été proclamés par la CENI, le pouvoir en place a dû recourir au comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016, à charge pour ce comité qui regroupe les représentants à la fois des entités politiques, de l'organe de gestion des élections, de l'administration publique et des partenaires techniques et financiers de trancher ce différend électoral. D'ailleurs, il faut dire que la phase de dépôt des réclamations portée par les uns et les autres a été ouverte hier mardi. Vers quel scénario de règlement s'achemine-t-on? Comment sortir de l'impasse politique? Toutes ces questions posées chez nous ce matin. Pour y répondre, notre invité exceptionnel, M. Tibou Camara, ministre d'État, conseiller personnel du chef de l'État, il sera avec nous dans cette émission. Merci de répondre et de rejoindre l'équipe. Ahmed, bonjour. Bonjour Abakar. Bonjour à vous, Tamba Zakari Milimono. Bonjour Abakar. Bonjour à tous. Robert Sarah Koulemou. Bonjour. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Abakar. Monsieur Jacques Lewaleno, dans 48 heures, pourquoi pas. Bien, pour commencer Ahmed, revue du programme de facilité élargie de crédit de la Guinée. Le gouvernement va-t-il opter pour des mesures impopulaires? Ben écoutez, ce sont des mesures impopulaires, mais des mesures qui ont été quand même appliquées dans presque tous les pays africains. Ouais. C'est vrai que la Guinée a traîné longtemps les pas. C'est-à-dire il faut, pour que le FMI puisse continuer son aide à la Guinée, quand même arrêter de subventionner EDG et augmenter le prix du carburant. Ouais. C'est vrai que ce sont des mesures impopulaires. Parce que conditionnalités drastiques. Parce que quand on décide aujourd'hui de ne plus subventionner EDG, ben clairement ça veut dire que la facture d'électricité va grimper aussi à la maison. Ça c'est clair. Et quand on décide de ne plus d'augmenter aussi le prix du carburant, on sait tout ce que cela comporte. C'est pourquoi j'ai trouvé une augmentation des prix. Voilà, c'est pourquoi j'ai trouvé maladroite la sortie du ministre du budget, parce que beaucoup pourront faire une corrélation entre cette situation et l'augmentation du prix du carburant, même si ce n'était pas forcément lié. Parce qu'il faut signaler quand même que c'était des conditionnalités du FMI depuis longtemps. Ouais. Alors, que faut-il faire dans ce genre de situation? Faut-il se conformer, comme on a dit, on n'est pas sur une autre planète, se conformer aux autres pays qui ont donc appliqué ces consignes du FMI, ou ne pas donc le faire et sacrifier le programme. Et sacrifier le programme et se voit carrément floué au sol, parce qu'il faut signaler quand même qu'on a besoin de fonds du côté du FMI pour faire un certain nombre de réalisations. Ouais. Alors il faut opter pour quoi aujourd'hui? C'est vrai que c'est difficile, mais les conditions, comme à chaque fois quand on parle d'augmentation du prix du carburant et autres, c'est clair qu'on revient sur le portefeuille du Guinéen. Ben, c'est une décision vraiment difficile, mais qu'il faut quand même, si on veut rester dans les normes, appliquées. Mais comment l'État va s'y prendre? C'est vrai qu'aujourd'hui... La question, ça risque de provoquer beaucoup de grincements dedans, Ahmed. C'est pourquoi je vous dis que c'est vraiment compliqué. Quand vous dites, oui, il faut le faire, on dit non, vous n'avez pas de pitié pour la population. Quand vous dites, ne le faites pas,
Mais ce que les gens oublient, c'est qu'on sacrifie carrément la République. C'est ça aussi la réalité. Donc c'est vraiment un couteau à double tranchant. Je pense qu'il faut beaucoup plus d'explications. Mais en même temps, le gouvernement est responsable de ses propres difficultés, des difficultés auxquelles il fait face. Parce qu'on a parlé de l'émission abusive de ces AP, les autorisations de paiement, ce qui a grévé le niveau d'endettement du trésor public auprès de la Banque centrale. Effectivement. Ce ne sont pas les populations qui ont provoqué cela, Ahmed. Ce ne sont pas les populations. Voilà, ce n'est pas à elles qu'on va faire porter le chapeau. Et au-delà, il faut signaler aujourd'hui que pratiquement les ministères n'ont pas de budget. Tous les ministères vont fonctionner comme ça cette année. Il n'y a rien pour faire fonctionner les ministères. Pour le moment. Oui, mais pour le moment, mais ça viendra quand exactement? Nous sommes le 4e mois et depuis qu'il faut signaler, depuis que l'accord a été signé avec le syndicat, ben finalement on a tout coupé. On a tout coupé, mais entre-temps, à quel moment est-ce que les ministères vont commencer à travailler? Donc c'est pour vous dire qu'on a une république à peu près à l'arrêt, même si les gens ne le savent pas forcément, mais on a une république à l'arrêt. Et aujourd'hui, on est coincé par le FMI. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire encore, mais les uns et les autres devront comprendre que on a fait beaucoup de sacrifices. Mais on n'a pas le choix, il faudra encore faire des sacrifices. Mais vous qui connaissez la Côte d'Ivoire, vous connaissez le prix du litre des carburants. C'est clair que pratiquement dans la sous-région, je pense que la Guinée est le pays où le prix du carburant est beaucoup plus bas. Mais c'est vrai que quand on tient compte du franc guinéen, 8000 francs, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et dans ces pays, c'est vrai que c'est aussi beaucoup. Mais en Guinée, quand on tient, comme on le dit, du pouvoir d'achat, c'est vraiment élevé pour le Guinéen lambda. Mais est-ce qu'on peut rester toujours dans cette situation? Je ne pense pas que... oui, on ne peut pas rester toujours dans cette situation indéfiniment. Donc c'est pourquoi les pouvoirs publics doivent quand même, comme on l'a dit, assainir la gestion de la chose publique. Parce que si cette gestion de la chose publique aussi était assainie, je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'on aurait pu éviter. Vous avez parlé tout de suite de l'endettement du Trésor. Je pense qu'on a vu le train de vie de l'État, qu'on a toujours réclamé une diminution de ce train de vie-là. Donc c'est vrai qu'on nous demande toujours de serrer la ceinture. C'est pourquoi je dis que c'est là où le pouvoir a quand même fléchi. Ça fait maintenant bientôt 8 ans que le professeur Alpha Condé est au pouvoir. On nous demande de serrer la ceinture pendant 8 ans. Non, il y a toujours une période de trêve et une période de joie. Quelle a été la période de joie en Guinée durant les 8 ans? C'est la question qu'on se pose. Il n'y a pas eu pratiquement de période de joie. Donc on a toujours serré la ceinture pendant que d'autres on fait sauter la ceinture. Pendant que d'autres ont fait sauter la ceinture. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que la population est face à un problème. C'est-à-dire il faut soit aider ce gouvernement à nous sortir de cette situation tout en bénéficiant des aides du FMI ou en refusant carrément et ça nous conduit le programme tombe à l'eau et ça nous conduit directement en lambeau ou dans un tombeau parce que finalement économiquement, on ne sera pas au top. Parce que ce qu'il faut rappeler, Roby, c'est que si on sort du cadre de ce programme avec le FMI et la Banque mondiale, la conséquence, c'est au niveau de tous les autres partenaires. C'est assez compliqué. Oui, mais il y a des pays qui ont montré l'exemple. Même si nous, certainement notre économie ne nous permet pas de le faire. Mais en termes de comparaison de prix, il ne faut pas oublier que la Guinée n'est pas loin du Niger. Le Niger qui s'approvisionne au port du Bénin est autour de 500 francs CFA, beaucoup moins d'ailleurs, 500 francs CFA, je crois. 500. Calme-toi. L'essence et le gasoil sont autour de 580 francs CFA. Et il y a des régions au Niger où le carburant est vendu 300 francs CFA. Au Niger. Donc voilà, selon le tableau, le Sénégal certes est le plus cher parce que le Sénégal vend le gasoil à 600 et quelques et le super à 700. La Côte d'Ivoire tourne autour de 600 et 500, les deux. Donc, je veux dire aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il faut que l'État réfléchisse à un schéma. Lorsque vous discutez avec les économistes vous disent que la Guinée est un pays où le secteur de l'électricité est fermé. C'est un monopole EDG. EDG seul ne peut pas fournir le carburant, l'électricité à toute la Guinée. Donc à un moment donné, il faut que l'État réfléchisse à comment ouvrir à la concurrence la fourniture de l'électricité en Guinée, comme le font d'autres pays. EDG peut certes gérer globalement l'entité électrique de la Guinée, mais il faudrait que les fournitures de l'électricité soient un secteur porté à la concurrence. C'est ce qui est important. Maintenant, l'État peut se permettre de couper la subvention à EDG à partir du moment où vous avez d'autres partenaires privés qui investissent par exemple dans la construction de certaines centrales électriques pour fournir certes dans les communes, dans les villes,
dans les centres urbains, etc. C'est comme ça que ça se passe dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, je pense que... Alors, si je comprends bien ce que vous demandez, parce que quand vous parlez des centrales techniques, des centrales thermiques privées, on en a sur place. Combien? Non, mais on en a. Rien que GDE, elle existe. Sauf que ce n'est pas GDE qui commercialise. Justement, mais l'électricité qu'elle produit. Justement, c'est là où je te rejoins. Il faut sortir de ça. GDE seul et EDG, on sait bien. Il y a AON aussi. Oui, mais le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'on se retrouve toujours dans la même difficulté. Ouais, parce que c'est EDG qui commercialise tout. Qui commercialise. Ces entités privées sont obligées de vendre leur électricité à la grande entité qui est EDG. EDG fixe le prix, EDG s'occupe du transport, etc. Et EDG n'arrive pas à combler le gap qu'il y a là. Donc d'où l'État est obligé de subventionner EDG qui s'occupe essentiellement de la fourniture en mazout et en gasoil. Donc il faut sortir de cela. Il faut privatiser, il faut permettre à des entités privées de prendre en charge et l'installation des centrales électriques et l'achat des intrants leur permettant de fournir, et même à un certain niveau, la vente à des populations sous peine de payer des taxes à l'État. Donc je pense qu'il faut sortir de ce schéma-là. Aujourd'hui, il est important, mais il faut aussi souligner que quand même en Guinée, le carburant coûte moins cher. Alors si l'État doit jouer sur le prix du carburant, il ne faudrait pas exagérer, parce qu'il faut rappeler que la dernière hausse de carburant qui avait été effectuée par l'État, il y a eu une grille tarifaire des transports qui ont été mis en place, mais ces grilles tarifaires ont du mal à être respectées parce que tout simplement notre monnaie ne nous permet pas, parce qu'il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de petites coupures. Donc, mais si maintenant il y en a, oui, il y a les 100 francs, la coupe, il y a les coupures de 100 francs, 2000 francs, et bientôt les coupures de 2000 francs. Oui, mais tu dis bientôt. Oui, mais bien sûr. Mais tu dis bientôt, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a des préalables. Les coupures de 1000 francs, il y a des préalables. Les coupures de 500 francs, il y a des préalables à faire. Aujourd'hui, si l'État veut par exemple augmenter le prix du carburant de 1000 à 2000 francs, ça pose pas un problème. Les gens vont le supporter. Ça pose un problème. Attendez, les gens vont le supporter, mais à un moment donné, oui, mais si, on est obligé. C'est l'État. Ils ont des explications certes qu'ils vont donner. Encore, faut savoir le faire. Puisque dans notre pays, on dit que le carburant coûte moins cher et on fait la comparaison entre les niveaux de vie, d'accord. Mais les Guinéens, quand même, à un moment donné, quand tu leur expliques, ils comprennent les difficultés économiques dans lesquelles nous sommes. Mais à condition que lorsque l'État augmente, à condition provoquée par qui, créée par l'État lui-même, le peuple ne doit pas payer à la place de l'État. À condition que lorsque vous créez, d'accord avec moi? À condition que lorsque vous mettez cette contrainte là sur la tête des populations, lorsque la première grille, parce que dès que le transport, le prix du carburant augmente, la première des choses qui est vue, c'est le coût des transports. Ce n'est pas d'abord le coût du marché, c'est le coût du transport qui se répercute automatiquement sur le coût de vie des Guinéens. Donc lorsqu'une nouvelle grille tarifaire va être établie, il faudrait que ça suive, il faudrait que la Banque centrale aussi suive et que les petites coupures soient émises pour que les gens puissent payer tranquillement leur transport sans qu'il y ait casse-gueule dans la rue. Merci Robier. Allez-y, Jacques Lewa. Je veux d'abord rappeler quelque chose parce que l'avant-dernière négociation entre l'intercentrale syndicale et le gouvernement, nous venions d'assister à la baisse du prix du baril à l'international. Et le gouvernement guinéen avait refusé de baisser le prix au niveau national. L'accord qui avait été trouvé, c'était quoi? Je crois qu'il y a eu une période qui avait été donnée pour cela. C'est que même si le baril venait à augmenter au niveau international, les prix ne bougeaient pas. Les prix ne devraient pas bouger. C'est qui a été respecté, Jacques. Il faut quand même le rappeler aussi. D'accord. Oui. Maintenant, ce qu'il faut dire, aujourd'hui, nous sommes peut-être dans une situation où nous ne devons pas simplement nous fier au discours officiel. Parce qu'il y a certains éléments que nous ne comprenons pas. Lorsqu'on parle du programme avec le FMI et puis la Banque mondiale, le citoyen ne comprend pas les retombées d'un tel programme. Rappelons-nous déjà, si vous voulez très bien, les conséquences de ce programme dans les années 90. Nous n'étions pas grands, mais on a vu ça dans les documents. Les programmes d'ajustement structurel où on a contraint l'État à diminuer ses dépenses dans les secteurs comme l'éducation, santé, etc. Je ne dis pas que c'est en partie ce qui explique aujourd'hui le niveau de la Guinée dans ces domaines-là, mais quand on fait de l'évaluation, on est tenté de croire que ces programmes n'ont absolument rien apporté à la Guinée. Soit l'État n'a pas su se les réapproprier, ou alors ces programmes eux-mêmes comportent des problèmes que nous, citoyens lambda, ne comprenons pas. Donc encore une fois, devant une telle situation où
le citoyen moyen veut se déplacer librement, ou le citoyen veut avoir de l'électricité pour toujours, on nous balance ce programme. Ces programmes avec le FMI et la Banque mondiale, le fait ça devient une difficulté majeure. Je suis d'accord avec vous, mais il faut pas, en même temps, il ne faut pas oublier le fait que le gouvernement va devoir faire face au paiement de 40% d'augmentation de salaire pour les enseignants et pour les autres fonctionnaires. Ce qui n'est pas une note facile à supporter quand même. Mais le problème, est-ce qu'il faut trouver une excuse? Et l'excuse, c'est donc ce programme avec le FMI et la Banque mondiale. Je pense que c'est quand même une république, la Guinée. Non, je pose simplement une question. Puisque les 40% d'augmentation, c'était pas prévu. Ils ont dit que c'est pas une augmentation. Oui, mais c'était pas prévu maintenant. Que c'était en tout cas, selon le schéma de paiement qui a été convenu, il faut que le gouvernement trouve de l'argent quelque part pour faire face à cette nouvelle dépense. Là, on est en train, si vous voulez, de faire la promotion du discours de Doumbouya, parce que c'est ce qu'il avait dit au lendemain de la signature de cet accord avec le SLEG. C'est une promotion. C'est une promotion. On est réaliste. On est réaliste dans ce studio. Qu'on pouvait, si vous voulez très bien, assister à l'augmentation du prix du carburant, ou alors à ne plus subventionner le secteur de l'électricité, ce qui pourrait créer d'autres situations. Moi, je crois que le gouvernement doit faire très attention, parce que ça peut amener à, si vous voulez, à des mécontentements au sein de la population qui ne pourra pas supporter une nouvelle crise sociale. Allez-y, Tamba. Les grandes Alors, mon point de vue, c'est que les subventions ne sont pas le problème de l'État guinéen. Ce n'est pas ça le problème. Je veux simplement rappeler qu'une des exigences du FMI, ce n'est pas seulement que l'État cesse d'être État-providence, mais c'est aussi qu'il y ait de la très bonne gouvernance. Ça, c'est une des exigences du FMI, de la Banque mondiale, qui prête de l'argent à nos pays. Je vais y venir tout à l'heure. Moi, j'ai simplement envie de dire, et je ne suis pas pour la mesure d'augmentation du carburant, du prix de l'électricité. Ça, je ne suis pas pour cela. Même s'il y a des difficultés particulières, moi, je conçois qu'elles sont provoquées quelque part par ces gouvernants, par ces gouvernants eux-mêmes. On va me dire, il faut que l'État existe pour chaque Guinéen. Il faut que dans chaque bol que tu prends à la maison à Boubacar, l'État puisse y exister pour qu'il ait le droit d'exiger de toi que tu agisses d'une certaine façon ou d'une autre. Mais si tu dois tout faire toi-même, travailler toi-même, aller chercher à manger toi-même, sans que l'État n'ait pu consentir un minimum d'effort dans ce qui te revient, car l'État, il est absent. Il faut donc que cet État existe, et là, il peut exister, non pas par l'assistanat, mais par l'assistance. Je peux te poser une question. Il peut le faire de cette façon. Oui, j'ai posé la même question à Jacques Lewa. Quand on fait référence aux nouvelles, à l'augmentation du prix et du salaire des enseignants, et même chez les autres fonctionnaires, il faut bien que l'État trouve de l'argent pour faire face à cette nouvelle dépense, à cette augmentation. Où est-ce que l'État va trouver cet argent? Je te pose cette question. Aboubacar Diallo, tout bête. Aboubacar Diallo, notre État est très riche. Je ne parle pas que de potentialité, je parle de richesse matérielle, celle que l'on peut toucher. Imaginez bien ceux qui viennent et qui nous commandent, qui commandent aux destinées de cet État. En quelques mois seulement, leur situation change. Ils se bâtissent des buildings, ils font ce qu'ils veulent avec l'argent du peuple. Mais c'est toujours le peuple qui paie. Chaque fois que l'on va emprunter auprès de ces banques, et c'est d'ailleurs là le principe que moi j'ai du mal à cerner. Le FMI, la Banque mondiale, ce sont des banques. Par principe, une banque, ça te donne de l'argent pour obtenir quelque chose en retour. Par principe, c'est cela la banque. Comment pensez-vous que le FMI va nous proposer des choses qui vont nous sortir si vous voulez, de leur emprise? Les choses sont faites pour qu'on ait toujours besoin de ces banques, de ces institutions de Bretton Woods. C'est pourquoi je rappelle toujours l'exemple grec. Lorsque le FMI est venu auprès d'eux pour les sortir avec toutes les mesures d'austérité qui avaient été proposées, les Grecs, qui ont suffisamment de courage et suffisamment de bagou, ils ont dit, ben non, on ne va pas suivre cela, on va suivre notre plan tel qu'on entend le mener. Moi, j'ai donc envie de dire, on ne peut pas, et parce que là, c'est très injuste, on ne peut pas demander au peuple de Guinée de continuer à payer, parce que depuis 1958, c'est ce que nous faisons. L'État est là pour nous faire payer à sa place. Je pense qu'il faut que ça change un tout petit peu. Si le FMI exige, autant le FMI exige de la Guinée qu'il y ait une bonne gouvernance, autant il exige de cette Guinée qu'elle fasse en sorte que les populations puissent se prendre elles-mêmes en charge. Le principe du refus des subventions, c'est cela. L'État peut dire, je ne vais plus subventionner, mais en retour, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire en sorte
que les populations elles-mêmes puissent, au fur et à mesure, se prendre en charge pour donc compléter ce gap-là. Et donc, mon point de vue, Abakar, il est bien simple. Arrêtons avec les vols. Arrêtons avec ces massacres financiers auxquels nous assistons dans notre pays. Ces crimes économiques. Si cela est arrêté, parce que le président l'a rappelé il y a quelques temps, il a dit qu'il allait commencer à punir. Nous avons tous attendu ces punitions. Finalement, on a compris que c'était un ballon qui s'est dégonflé au rebond. Et donc, il faut le dire, tant qu'il n'y aura pas de sanctions, tant qu'il n'y aura pas de gestion qui soit propre, qui soit transparente, on n'en sortira pas. On va toujours se retrouver à tendre la main et le FMI va nous imposer ces mesures. Et je vous le redis encore, je ne pense pas que ces mesures-là soient pour nous aider parce que je conçois que ces institutions de Bretton Woods, ça constitue pour moi un bras vraiment prolongé, le bras financier de la suprématie et si vous voulez, de l'impérialisme occidental. Les grandes gueules. Oui, c'est mon regard. C'est mon regard. D'ailleurs, le libéralisme économique dans le modèle occidental ne permet pas au FMI d'aller dicter quelques lois dans certains pays. Aujourd'hui, je pense qu'il est important que non seulement c'est vrai qu'il faut assainir l'économie, il faut lutter contre la corruption, même si on ne peut pas totalement lutter contre cette corruption-là, il faut lutter contre les détournements des fonds. Cela permet à l'État de renflouer les caisses. Mais il y a aussi d'autres mesures. L'État peut créer les conditions d'obtention de l'argent à l'intérieur même du pays en faisant payer des différentes taxes, mais encore qu'il faut créer les conditions pour que les citoyens puissent être dans la logique de payer les taxes. Lorsque nous parlons du secteur de l'électricité, EDG est venu, il y a aussi la conscience populaire. Lorsque EDG est venu sur le programme d'installation des compteurs prépayés, n'a pas été suffisamment soutenu. Ça n'a pas été suffisamment soutenu ou la communication a tout simplement été mal faite. Voilà des mesures par exemple qui peuvent permettre à l'État ne serait-ce que diminuer la subvention à EDG, parce que lorsque vous installez des compteurs prépayés dans toutes les bâtisses où il y a de l'électricité, les gens payeront de l'électricité. Et donc l'argent qui est payé par les populations, par chaque citoyen, doit entrer directement dans les caisses de l'État. Et voilà des mesures qui permettent de renflouer les caisses de l'État et ainsi diminuer la subvention. Certes, on va augmenter le prix du carburant, ça ne va pas résoudre le problème. Certes, on va respecter le programme du FMI, ça ne va pas résoudre le problème. Il faut assainir le secteur économique. Il faut assainir la gestion. Il faut que la gestion de notre économie soit saine. Bien. Voilà. Vous êtes chez les GG. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.